Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode d'Endzone. Ça y est, on est dans l'intersaison, donc comme on l'a dit, chaque mois on fera un point sur la situation. Et il y a eu un événement ce week-end, le Combine NFL, qui s'est déroulé du coup sur 4 jours pour tester les futurs protagonistes de la draft. Et donc on va résumer un petit peu tout ça, on va résumer aussi ce mois de mars, tout ce qui s'est passé depuis le Super Bowl, parce qu'on a eu quand même pas mal d'annonces. Et pour résumer tout ça, évidemment, qui de mieux que Val? Salut Val. Toujours là, toujours en place. Depuis le Malgré Super la Bowl, fin ça de va comment? saison. Bon, ravi, moi ça peut caler mieux, comparé à vos jerseys. Flo, toujours là aussi. Et là, depuis le Super Bowl, Ah, ça on va se comment un remet peu mieux? tranquillement, ça va aller, ça va aller. Tu t'en es La remis quand plaie même du se Super Bowl? referme. La plaie se referme. Franchement, c'est déjà oublié. Moi, je sais pas ce qu'il y avait le 9 février. J'étais en week-end, hein. Ouais, c'était déjà le 9 février, ça fait Préparer la presque pile un Saint-Valentin. mois. Ça fait C'est presque ça. pile un mois. Bon, mais messieurs, on va attaquer directement. Sachez que le 12 mars, donc la semaine prochaine, démarrera la Free Agency qui vraiment est très très attendue forcément chaque année et qui lance un petit peu cette nouvelle saison de NFL, cette saison 2025 où, juste pour résumer globalement, mais tous les joueurs en fin de contrat seront agents libres, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler. Et ils pourront signer dans la franchise qu'ils souhaitent. Donc là, on va avoir pas mal de changements. On a eu des petites infos dernière minute là, à l'heure où on tourne cette vidéo. On est mardi soir. Mais avant ça, il y a certaines équipes, certaines franchises, même toutes les franchises peuvent utiliser un franchise tag. Donc rajouter un an de contrat à un de leurs joueurs. On parle notamment d'un gros franchise tag avec T. Higgins. Val, je pense que tu vas mieux en parler que moi, le receveur des Bengals qui a été tagué pour la deuxième année de suite. Ouais, pour la deux, tu l'as dit, deuxième année de suite donc pour T. Higgins. Et c'était attendu honnêtement, parce que quand t'as un joueur de ce talent-là, t'as pas envie de le laisser partir contre rien. Maintenant, il faut voir les moves qui vont être faits l'année prochaine. Selon lui, on va voir déjà la saison qu'il va faire. Et puis surtout, c'est quand même l'une des meilleures deuxièmes options en tant que wide receiver. Donc c'est quand même pas quelque chose à oublier. L'équipe des receveurs de Cincinnati est toujours aussi effrayante avec Chase et Iosivas. Donc c'est quand même très important. Maintenant, il va falloir recruter autour. Et peut-être faire des mouvements pour renforcer cette O-line de Cincinnati et évidemment cette défense. Flo, je viens vers toi par rapport à T. Higgins. Est-ce qu'il va finalement rester vraiment du côté des Bengals? On parle potentiellement d'un trade après. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien finalement? Bah, c'est un peu comme quand tu te mets avec une fille et qu'on te dit qu'il faut pas se séparer parce que quand tu te remets avec après, ça marche pas. C'est un peu la même chose. Là, si tu fais deux fois un trade, enfin deux fois un franchise tag et que t'as pas trouvé forcément le contrat qui va en 2 ans. En général, ça sent pas bon. C'est quand même dommage parce que Joe Burrow avait fait signe qu'il voulait garder T. Higgins. Ils ont toujours pas trouvé d'entente sur le contrat. Après que T. Higgins veuille se faire taguer aussi une deuxième fois, parce qu'il aurait pu dire non dès le début, Ouais. ça veut peut-être dire qu'il est quand même lui aussi dans la discussion. Donc moi j'y crois, mais je me dis, ça fait quand même 2 franchise tags. J'ai pas le souvenir d'avoir vu 2 joueurs se faire taguer 2 fois d'affilée. Mais bon, après, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autres joueurs vraiment qui méritent ce tag. Et après, c'est important pour eux de le tester. Donc, ouais. Là, C'était le plus gros free agent Ah oui. de cette free agency. Et surtout, je pense qu'honnêtement, il se plaît à Cincinnati. Voilà, je pense que s'il doit se faire signer, c'est dans une équipe qui a du cap space. Et pour le coup, t'as pas envie de lâcher une équipe avec Joe Burrow et Chase Ouais. en équipe offensive pour te retrouver. J'allais dire Drake May, mais bon, les Patriots, t'es pas assuré d'être candidat aux playoffs dès l'année prochaine. Donc il y a peut-être ça qui joue en compte, qui Ouais, joue dans. sinon, ce serait quoi? Ce serait les Giants, ce serait les Raiders. Donc, tu Ouais. sais pas trop la situation. Tu as quand même une situation un peu près stable à Cincinnati. Je pense que là, à la draft, ils vont solidifier un peu la défense avec un ou deux joueurs en plus. Donc, ouais, non, franchement, Après, c'est Flo, toujours pareil. Hein, là, c'est un j'avais sport envie de business. vous lancer là-dessus, mais tu parles de situation stable à Cincinnati. J'ai plus l'impression que c'est l'inverse, parce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Si Joe Burrow et Ja'Marr Chase vont rester, si T. Higgins finalement Ouais. va pas se faire trade. Non mais, pour moi, c'est
absolument pas une situation stable du côté de Cincinnati, dans le sens où vraiment tes 3 meilleurs joueurs, tu pourrais les perdre. Au moins un des 3. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense Impossible. Parce que justement, je pense que le fait que Higgins soit franchise tagué, c'est qu'ils sont déjà en train de réfléchir au contrat pour Chase. Et par contre, je pense que Trey Hendrickson, malgré tout, c'est pas forcément enfin, c'est pas sûr qu'il soit gardé. Et on verra. Moi, je les vois bien aller chercher un edge enfin, un pass rusher à la draft, justement pour, à minima, on va dire, soit complémentariser Trey Hendrickson, soit compenser la perte, tu vois. Ouais. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même un peu plus de certitude du côté de Cincinnati que d'autres équipes. Bien je sûr. pense que Higgins, il le sait aussi. Ouais. Bien sûr, il faut relativiser parce que forcément je dis ça, mais quand on pense à d'autres équipes, on se dit que oui, ça va du côté des Bengals, mais c'est vrai qu'on se dit que potentiellement il y a une des trois grosses stars qui pourrait partir dans les prochains mois. Donc voilà, c'est vraiment affaire à suivre du côté des Bengals. Nous, on va revenir sur ce combine NFL qui s'est déroulé du coup pendant 4 jours de jeudi à dimanche dernier. C'est à peu près 300 joueurs qui ont passé les tests physiques et mental aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y avait un petit peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de tests. Et c'était sur le terrain d'Indianapolis, donc des Colts. Voilà pour ce combine. Favori au top 5 de la prochaine draft, à noter, Shedeur Sanders n'a pas participé au combine. Et il a un petit peu fait aussi parler de lui, je ne sais pas si vous avez vu, il a tenté de discuter avec une team et on parle de lui comme quelqu'un de très très arrogant et il est en train de se faire une mauvaise réputation. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un des favoris pour le top 5 de la draft. Et ne pas avoir participé à ça pour discuter avec d'autres franchises et finalement ça se passe mal avec d'autres franchises, bah finalement c'est peut-être un pari raté pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, juste rapidement. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein, sa seule sortie médiatique qu'il a faite, il a dit, je vais pas vous la faire en anglais, mais il a dit comme quoi si vous n'aviez pas envie de changer votre franchise, le futur de votre franchise ou la culture de votre franchise, ça sert à rien de me prendre. C'est ça qu'il a dit, et c'est devenu viral assez rapidement parce que quand on voit ça va être un rookie, donc voilà, remettons les choses à leur place, t'as encore rien prouvé. On sait que c'est pas une draft de quarterback non plus excellent. Donc voilà, même s'il est des fils de grands joueurs avec un nom clinquant, on n'est pas à l'abri d'une bévue. Après, j'espère me tromper dans les quelques mois qui arrivent. C'est ça, Flo, il arrive avec beaucoup trop d'arrogance pour un rookie. Ouais, j'ai vu aussi qu'il avait dit que, voilà, j'ai écouté ce matin Good Morning Football sur la chaîne NFL directement. Il a dit, ouais, ce qui me différencie, la journaliste lui demande qu'est-ce qui vous différencie de ce quarterback. Il me dit, moi, c'est mon mindset. Je pense que j'ai une maturité et un QI plus élevé que certains quarterbacks. Ça place le personnage d'entrée. Ouais. Après, moi, c'est un mec que j'aime bien parce que j'ai pas mal suivi Colorado cette année. Donc, dans le jeu, c'est sûr, c'est un super athlète. Après, je rejoins Val. C'est pas parce que tu es fils de coach prime que tu peux te permettre de lâcher un peu tout et n'importe quoi en conf de presse, sachant qu'en effet, les équipes, comme l'a dit Val, moi, cette draft, je la vois un peu spéciale côté des quarterbacks, sachant qu'il y a seulement 2 qui sont censés être dans le premier tour et 2 autres qui pourraient être fin de premier tour, début de second. Et donc, du coup, ça veut dire que typiquement, les équipes qui seront vraiment en recherche de quarterback, elles peuvent peut-être attendre un peu et prendre d'autres joueurs à la place. Et un Shedeur Sanders qui devait être dans les 2 premiers, qui maintenant peut-être glisse un peu vers les 6-7, même pour lui, ça le décrédibilise un peu, quoi. Ouais, exactement. Bon, les gars, on va revenir Val, sur le combine avec nos top et flop. Forcément, on va choisir un top et un flop chacun parce qu'il y a des joueurs qui se sont illustrés, qui ont vraiment brillé, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup déçus et qui ont un peu trop parlé à notre goût. Val, je te laisse commencer avec ton top de ce combine. Moi, je vais vous parler de Omarion Hampton, le running back, l'ancien d'ailleurs running back qui a fait ses classes avec Drake May à l'université. Il tournait pour vous faire un peu le personnage, c'est un running back qui est quand même excellent. Avec Drake May, il tournait autour de 1700 yards à la course sur l'année. Et puis là, depuis que Drake May est parti, il tourne à 2000 yards. Il vient de finir l'année à 2000 yards. Donc il s'améliore de jour en jour. Dans les classes de running back, on sait qu'on attend Ashton Jeanty.
Celui-là, pour le coup, voilà, j'allais pas le mettre dans mes. J'allais pas le mentionner parce que, bien sûr, c'est évident, c'est un gars qu'on commence à connaître. Et moi qui ai pu parler avec des gars qui étaient à l'université, au collège, ils regardent tous, ils ont hâte de le voir arriver dans la ligue. Maintenant, je vais vous parler de Marion Hampton parce que tout d'abord, il a impressionné au combine et notamment sur le 40 yards dash à 4,45. Donc forcément, c'est moins rapide que des wide receivers ou des cornerbacks. Mais il est quand même dans les meilleurs temps des running backs. Je crois que c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps, il me semble. Et surtout, il se classe maintenant numéro 2 des running backs de cette draft. Donc, belle performance de sa part. Et voilà, je voulais juste le mentionner. Ouais, est-ce que tu veux qu'on fasse mon flop ou alors on finit par... On va faire le tour, on va passer la pommade sur certains joueurs et après on va y venir. Flo, je te laisse faire ton top du coup. Ouais, ben pour moi, ça va être Matthew Golden, receveur des Texas. Xavier Worthy dans le cœur, Kansas City. Non, mais ouais, trêve de plaisanterie, c'est un vivier depuis 2-3 saisons maintenant, les receveurs au Texas. Et surtout en termes de vitesse et de profondeur. Et Matthew Golden, ce qui était attendu, c'est que c'était pas forcément le receveur favori en début de la saison par rapport à son compère Isaiah Bond. Et là, en tout cas, au niveau du combine, ce qui a été énorme, c'est que c'est lui qui claque quand même le deuxième meilleur temps à la course au sprint de 40 yards, 4,29. Cette saison, c'est 12 touchdowns pour 15 yards à la réception en moyenne. Donc franchement, c'est un receveur que moi, je suis depuis un moment. Et quand on voyait un petit peu les receveurs présents à cette draft, notamment Ezekbe de Ohio State ou Mac Tillman, je crois qu'il c'est de Arizona, c'était pas forcément les favoris. C'était pas forcément les deux favoris. Et là, Matthew Golden, je pense qu'il s'est offert une place dans le top du top 20, voire premier receveur de cette draft. Donc ouais, franchement, je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Et je crois qu'il a claqué des perfs même au saut vertical, assez impressionnant pour un receveur. Donc voilà, c'est un rendez-vous qu'il avait coché et je pense qu'il s'est montré. Et moi, c'est mon favori, je pense, pour les receveurs dans cette draft. Alors, parler de Xavier Worthy, Flo, là, le petit problème, c'est que les Bills le veulent. Les Bills sont entrés dans la discussion, ils veulent absolument Matthew Golden. Donc là, on serait à l'opposé de Xavier Worthy, mais en tout cas, ça prouve à quel point il a impressionné pendant ce combat. Ouais. Après, il devrait sortir autour des 20. Hein. Donc les Bills sont un peu plus loin, donc c'est rassurant. C'est un poste à pourvoir de toute façon du côté de Buffalo. Hein. On l'a vu, c'est ce qui manquait cruellement là dans ces playoffs. Donc honnêtement, ce serait une belle option. Il manque de fraîcheur effectivement à ce poste-là. Je vais vous parler de mon top et je pense qu'on était tous d'accord quand on en a parlé un petit peu en off hier soir. C'est Jackson Dart, l'ancien QB d'Ole Miss Rebels. Franchement, il a tellement été incroyable. Je vais pas vous mentir, moi, c'est une petite révélation parce que j'avais entendu son nom pendant la saison de college football. Flo, je crois que tu en as même déjà parlé à un moment donné. Donc je connaissais de nom, mais je connaissais pas vraiment ses capacités physiques. Et j'ai regardé franchement les tests. C'est ok. Non mais là on est sur un QB qui potentiellement peut te faire relever une équipe. Alors je ne sais pas où il sera drafté, on verra, mais typiquement, si les Raiders prennent un homme comme ça, je pense que les Raiders ne terminent pas dernier de leur division. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut vraiment relever une équipe. Donc voilà, il m'a vraiment impressionné, surtout dans l'exercice de passe. D'ailleurs, vous le voyez actuellement à l'écran, mais c'est juste un banger au niveau de la précision. Il a une précision tellement incroyable que voilà, j'étais obligé de le mentionner. Alors, pour l'instant, il se placerait comme un potentiel 3e choix au poste de QB pour la draft, pour l'instant. Et actuellement, on aurait des discussions avec les Cowboys. Voilà, les Cowboys seraient en train de discuter pour l'avoir après la draft. Ils ont Dak Prescott. Je pose ça là comme ça. On est potentiellement sur un... Ouais. Ils ont Trey Lance en numéro 2, qu'ils ont été échangés carrément avec les... Donc là, on serait, Flo, sur un immense pari pour les Dallas Cowboys si jamais ils venaient à prendre Jackson Dart. Ouais, après, moi, je pense vraiment que on s'en est parlé en off. Franchement, je le vois... Sa cote, elle monte de plus en plus. Je le vois peut-être même finir début de 2e tour. Parce qu'on sait très bien que les Giants et les Titans, ils ont pas mal de choix. Ouais. Et ça va revenir vite.
Et comme on sait que par exemple les Titans vont peut-être être plutôt sur un edge comme un Abdul Carter au premier tour, bah, peut-être que tu te dis deuxième tour, est-ce que Will Levis il fait l'affaire? Non, bon, bah, on va chercher un quarterback, boum, Jackson Dart, deuxième tour. Et comme tu dis, c'est quand même un quarterback top 3 cette année. Et donc il peut relever une franchise, donc pourquoi pas. Ou sinon les Raiders, parce qu'on sait aussi qu'ils sont potentiellement sur Ashton Jeanty. Premier tour, c'est un mec que tu laisses pas passer, donc deuxième tour, tu vas avoir Jackson Dart. Ouais, donc ouais, il pourrait faire beaucoup de bien à une équipe. Et bah les gars, on va passer au flop. Là, ça y est, on a dit du bien de certains joueurs. Et on va un petit peu clasher d'autres joueurs qui ont vraiment fait un combine exécrable. Val, je te laisse commencer avec le tien. Je pense que c'est l'un des pires. Allez, bon bah c'est peut-être pas l'un des pires. Moi, je vais plus parler un petit peu de l'arrogance et de la. On parlait tout à l'heure de Shedeur Sanders, Isaiah Bond, le wide receiver de Texas, qui a annoncé courir à 4,10, pulvériser le record donc de Xavier Worthy, et qui court finalement à 4,40. Donc il a quand même été bien risé sur les réseaux sociaux. Il a déçu à ce combine. Je vais pas du tout lui tomber dessus par rapport à son 40 dash, et je pense qu'il reste quand même un talent. Juste voilà, si je peux parler de flop, je vais remettre en question sa performance, parce que ça parlait quand même beaucoup de ça, et beaucoup ça l'attendait au tournant. Xavier Worthy n'a pas manqué de lui rappeler sur X en lui disant de rester humble. Exactement. Bah, de toute façon, nos flops quasiment, c'est presque pratiquement que ça, je pense, à part toi Flo, on va y venir. Ouais. Mais il n'y a pas eu de grosses tollées, on n'a pas vu des joueurs complètement déraillés, à part peut-être le tien encore une fois Flo, mais sinon il n'y a pas eu de grosses performances exécrables. Globalement, on les met en flop parce qu'ils ont parlé avant et qu'ils n'ont pas assumé sur le terrain. Et donc c'est globalement pour ça. Flo, on va y venir parce que toi, pour le coup, il n'a pas été bon du tout. Ouais, c'est peut-être l'une des pires performances, comme si je relais les réseaux sociaux, de ce qui s'est fait sur les dernières années. C'est Will Howard, quarterback titulaire, c'est bien de le préciser, titulaire et champion en titre de college football, avec Ohio State, qui passait complètement à côté de son combiné. Il nous a fait des lancers, c'était des pizzas qu'il nous a lancés. Donc, des galettes. Enfin, voilà, des galettes, des crêpes, tout ce que tu veux, mais pas des ballons de foot et pas du tout précis. Alors, on a vu certains, notamment Shedeur Sanders, qui est venu un peu à la rescousse en disant que voilà, c'est sûr qu'ils évoluent aussi des fois dans un environnement qui n'est pas forcément familier. C'est pas des receveurs en face avec qui ils ont l'habitude de jouer. Mais quand même, quand on voit la performance avec Jackson Dart, qui a joué avec Ole Miss et qui n'avait pas forcément les meilleurs ailiers avec lui cette saison, on peut se poser des questions quand même pour Will Howard. Bon, après, Will Howard, il était, on va dire, dans entrée du top 5, donc potentiel 3e voire 4e tour. Là, j'ai peur pour lui parce que c'est vraiment le genre de prestation qui va pas l'améliorer et qui va peut-être le pousser loin dans cette draft. Et après, tu parles d'environnement, mais dans tous les cas, tout le monde est dans le même environnement et c'est là où on juge les vraies performances, c'est là où on juge les vrais niveaux. Parce que forcément, quand tu as une équipe avec toi, c'est plus facile. Val, je vois que tu voulais réagir, mais moi, je trouve que là, on a vu le vrai Will Howard et pour le coup, c'est pas bon. Après, ça reste le combine. Moi, j'ai envie de relativiser là-dessus aussi. Et je me dis, s'il glisse, ça peut être une option pour des équipes qui ont des pics qui ont des pics avec peu de valeur, de pouvoir essayer de shipper Will Howard. Et puis, au pire des cas, il viendra en practice team. Je pense, là, tu parles de ça, mais je pense par exemple aux Vikings. On va en parler après avec Sam Darnold, etc. Mais c'est peut-être l'occasion pour eux d'aller piocher un Will Howard et tenter quelque chose. On sait jamais. On sait qu'ils veulent quand même relancer JJ McCarthy qui n'a pas joué cette saison. Mais en doublon, tu vois. C'est sûr que pour le coup, oui, il va falloir remplir les postes et qu'ils aient une doublure à ce poste-là. Exactement. Ouais, parce que c'est quand même un bon. Moi, j'ai des doutes quand même sur ce quarterback-là. Sur qui ? Je suis pas vendu sur Will Howard. Non, JJ McCarthy, je pense qu'il percera. C'est une bonne école. C'est pour ça que JJ McCarthy pour moi est meilleur que Will Howard, donc c'est pour ça que, comme tu dis, ça fait une doublure. C'est sur lui que les Vikings tous les cas, voulaient miser, hein. C'était pas sur Sam Darnold. Hein. Oui, et puis voilà, Sam Darnold maintenant, on sait qu'il sera pas reconduit, le franchise tag sera pas appliqué, donc il va tester la free agency. Mais pour en revenir à Will Howard, c'est quand même 35 touchdowns cette saison, une dizaine d'interceptions, c'est pas des stats dégueulasses, donc il y aura toujours une équipe qui se mettra dessus.
Après, bien sûr. c'est Mais comme Flo, tu dis, le second truc, rôle, c'est qu'il mais avait chez qui? l'équipe pour lui. Il avait l'équipe pour lui avec Ohio State. Oui, voilà, c'est pour ça que pour moi, là, il a le calibre. Là, il a prouvé qu'il avait peut-être pas le calibre enfin, déjà d'un quarterback titulaire, mais c'est surtout au niveau des équipes qu'il pourra aller le chercher. Parce qu'en fait, tu pourrais te retrouver dans une équipe qui. Enfin, tu vois, si t'es quarterback second de, je sais pas, je te dis une bêtise comme ça, des Chiefs, quand t'apprends avec Patrick Mahomes, c'est quand même mieux que quand t'apprends avec. Je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais que t'apprends avec Andy Dalton à l'époque à South Carolina. À Carolina, Deshaun Watson. Ça, vous êtes dur, Donc, ouais, c'est là-dessus que ça joue, en fait, pour moi. Comme dit Val, les choix qui sont tardifs, c'est un peu le mec que tu vas aller chercher pour ton équipe. Tu te dis, bon, lui, il a quand même un CV, Ohio State, champion universitaire. Bon, je viens de le mettre en deuxième dans mon équipe, derrière même des fois mon deuxième quarterback tout jeune, au cas où. Et là, si tu commences à faire douter les scouts, tu peux te retrouver à Cleveland derrière un Kirk Cousins qui remplacerait Deshaun Watson, et Deshaun Watson, tu te mets derrière. Tu nous vends du rêve. Tu nous vends du rêve, mais ça arrive vite. Ça arrive dans 2 mois. Vrai, bien sûr. Et je voudrais du coup parler de mon flop. Bon, encore une fois, c'est relatif parce qu'il s'est rattrapé après dans les autres tests, mais c'est Tej Johnson, le receveur d'Oregon. Parce qu'il a parlé. Encore une fois, là, je vais rejoindre Val, mais c'est aussi quelqu'un qui a parlé. Et il avait dit avant de participer au Combine, il a dit « Si vous clignez des yeux, vous ne me verrez peut-être pas. » Résultat, 4 secondes 51 aux 40 yards, alors qu'il ne fait que 70 kilos et que c'est un receveur. Donc là, on est sur une performance cataclysmique qui a été relayée partout aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, quand tu es un receveur, tu fais 70 kilos, donc allez... Je pense que, je crois que c'est à peu près le même gabarit que Xavier Worthy. Voilà, il doit être pas aussi rapide, mais presque. Il lâche un 4 secondes 51, c'est pire que des running backs, c'est pire que enfin, j'ai rarement vu des scores aussi hauts pour des receveurs. Voilà, donc c'est une mauvaise perf. C'est pour ça que je le place en flop, parce qu'il a parlé. Après, il s'est bien rattrapé sur les autres tests. Donc c'est un demi-flop. Mais parce qu'il a parlé, j'étais obligé de le mettre. Voilà pour Tej Johnson. Quand même par Nick Ewanmori, le safety de South Carolina, qui est quand même bien plus massif que lui, quoi. Il s'est fait dévancer, c'est ça. Voilà pour le Combine. Sachez que maintenant, c'est place aux Pro Days qui se déroulent du coup pendant tout le mois de mars dans les universités américaines. Et ça se passe du coup juste avant la draft. La draft, on rappelle, c'est du 24 au 26 avril prochain à Green Bay. Et on va suivre évidemment ça de très près. On aura une émission avant la draft et une après la draft pour vraiment couvrir cet événement. Nous, on va passer au récap des plus gros mouvements de ce mois de février, ainsi que début du mois de mars. On en a parlé juste avant, mais c'est officiel, Davante Adams n'est plus un joueur des New York Jets. Je crois seulement 6 mois, même pas après son arrivée à New York. Les Jets viennent de mettre un terme à son contrat. Il a 32 ans, il avait une masse salariale de 38 millions d'euros. D'après les dernières informations de NFL Media, en tout cas avant qu'il soit éjecté des Jets, il cherchait plutôt à aller du côté des Rams ou des Chargers. Donc on est plus du côté des LA pour Davante Adams. Vos réactions à propos de ça, est-ce que c'est une grande surprise, sachant qu'Aaron Rodgers lui a été poussé également vers la sortie par les Jets? Il se fait plaisir sur les destinations, Las Vegas, New York, il envisage Los Angeles. Non, par contre, je pense que c'est une très bonne option à récupérer pour un contender. Je pense qu'il sera à un prix abordable, d'autant plus. À voir, hein, après, si l'ego du type, il veut reprendre 30 millions sur une année et qu'une équipe est assez folle pour envisager là-dessus. Dernière nouvelle, il voulait pas trop baisser son contrat et c'est l'une des raisons qui a poussé les Jets à faire ça. Après, il va falloir qu'il fasse des efforts. Il va falloir 2 ans. Hein. Bien sûr, il n'y a aucune équipe qui est capable là, qui serait assez folle pour hypothéquer son avenir sur un Davante Adams, même s'il a très bien, ça reste l'un des meilleurs wide receivers de ce sport et il a très bien fini la saison, donc il reste quand même sur une bonne forme. Les Jets, c'était cata cette saison. Même si, bon, il y a eu un très bon Garrett Wilson dans les éclaircies. Maintenant, je pense qu'il serait une très belle option pour une équipe qui cherche un receveur, peut-être une deuxième option offensive plus. C'est pas, tu vois, mine de rien, on parlait de LA. Je pense que chez les Chargers,
Il y a plus à toquer que chez les Rams. Après, les Rams, eux vont se séparer de Cooper Kupp. Puka Nacua risque de prendre le premier slot de wide receiver. Peut-être chez les Bills, peut-être, tu vois, chez une équipe qui n'a pas trop de wide receiver. C'est peut-être un peu haut quand même. C'est peut-être un peu haut parce qu'on se rappelle, Val, quand même, on l'avait couvert, ce moment où Davante Adams avait été pioché avant la fin de la trade deadline par les Jets. Et on s'était dit, et même tout le monde le disait, c'était le choix de fin de carrière. On voyait déjà Davante Adams finir sa carrière à New York et puis voilà, terminer avec Aaron Rodgers. Là, je le vois mal rebondir chez les Bills, par exemple. Dans leur conte de fées, Aaron Rodgers faisait une bonne saison. il allait être prolongé, sauf que c'est pas le cas. Et tout explose. Hein. Là, on l'a vu. Allen Lazard, pendant que t'étais pas là, serait sur le départ du côté des Jets. Ouais. Grand ménage à venir. Et j'espère qu'ils vont récupérer des assets de ça, parce que t'as été la seule équipe à vouloir bouger pour libérer Davante Adams des Raiders parce que personne n'en voulait. Là, encore une fois, tu le lâches contre rien alors qu'il lui restait des années de contrat. Maintenant, à voir, ouais, du côté de Los Angeles, je pense que déjà, c'est les deux seules options qu'il envisage parce que lui, il a l'air de choisir quand même très bien ses targets. Ouais. Donc, pourquoi pas le voir aux Rams. Ouais, je pense que pour moi, ce serait le choix le plus logique. Ouais, pourquoi que pas. Que je ferais pas en tant que GM, mais à voir, toi, Flo, peut-être t'as un avis sur le sujet. Ouais, moi je réfléchissais à parce on va en parler après, mais ça permet peut-être d'embrancher le pas sur San Francisco. On sait pas trop ce qui va se passer dans cette franchise. Ils sont un peu au croisement. Ils ont pas mal de joueurs qui sont free agent à la fin de la saison. Ils ont pas mal de joueurs qui vont arriver en fin de contrat. Enfin voilà, c'est toute une équipe qui a un petit peu un croisement et alors, j'ai pas en tête les chiffres, donc je sais pas sur leur masse salariale ce qu'il leur reste vraiment. C'est ça la question toujours, parce que comme tu dis, 35 millions, il veut pas baisser. Bon, bah, peut-être il y aura une équipe qui lui proposera quand même 20 parce qu'ils ont de la place et qu'ils ont de l'argent à dépenser, tu vois. Mais franchement, Davante Adams, j'ai aucune idée. C'est un peu comme Aaron Rodgers, c'est qui prendra le pari, mais justement, Flo, on va embrayer là-dessus, on va passer un petit peu plus vite sur les autres annonces. Avec Aaron Rodgers, justement, on parlerait de lui du côté des Jets. Donc, rester à New York. Des Giants, pardon. Rester à New York, mais du côté des Giants, pourquoi pas, finalement? Bah ouais, surtout qu'apparemment, il y a une maison qui lui coûte assez cher, sur laquelle il a investi à New York. Ouais. Donc, apparemment, il faudrait peut-être qu'il reste là-bas. Mais ouais, les Giants... Ouais, mais encore une fois, pourquoi faire ? Parce que rien ne t'assure. Les Giants ou les Jets, c'est un peu la même chose. Ça fait 10 ans que les Giants ils sont en galère depuis qu'ils ont limite gagné leur titre avec Eli Manning. Moi, je les verrais plus aller chercher un quarterback à cette draft-là. Bah, c'est surtout que dans toutes les mock drafts, Cam Ward, il va chez les Giants. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop le move. Mais... Après, globalement, si on veut élargir, pourquoi Aaron Rodgers continue ? Moi, c'est ça la vraie question. Pourquoi il veut continuer ? Pourquoi il s'acharne ? Parce que lui, pour sa fierté personnelle, il sait qu'il continue. Après, c'est toujours pareil. Et il y aura toujours une équipe qui... Parce que tu vois, quand Rodgers il est arrivé aux Jets, ça a amené une hype, ça a amené... Pour avoir été au stade en novembre, j'ai vu un nombre incalculable de supporters des fans de Jets avec un maillot floqué Rodgers. Ouais. Donc tu mets un Aaron Rodgers même demain... Tu le mets, bon, c'est une connerie ce que je veux dire, mais tu le mets à San Francisco, bon bah voilà, il va y avoir plein de gens qui vont floquer le maillot et ça va leur faire kiffer. Le rendement au niveau du terrain n'y est plus, on l'a bien vu avec les Jets, c'est très très poussif. En fait, on a l'impression qu'il veut aller, c'est une guerre d'ego avec Tom Brady, il veut aller au même âge que Tom Brady et puis s'arrêter là. On va parler maintenant d'un autre joueur assez expérimenté, Sam Darnold. Qui lui, donc on l'a appris récemment, ne sera pas tagué par les Vikings. Val, j'aimerais t'entendre là-dessus. Minnesota voudrait quand même le conserver et réfléchirait à une solution pour justement le conserver, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas tagué, donc il y a une possibilité de ne plus le voir du côté des Vikings la saison prochaine. J'ai plus les équipes en tête qui souhaitaient accueillir Sam Darnold. Les Raiders. Ouais. C'est ça, c'est les Raiders. Les Raiders sont favoris, ouais. Et même, il a quand même une certaine cote parce qu'il sort quand même d'une très très bonne saison avec les Vikes. 15-2, je crois, le record. Ouais, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Après, il y a cette déception de sortir en wild
En wildcard. En wildcard, en se faisant saquer 9 fois. Record. Ouais, voilà. Ouais, non, mais, abandonné par sa ligne offensive. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Il faut tout relancer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, McCarthy, pour moi, va start la saison du côté des Vikings. Ils ont envie de le tester. Ils n'ont pas pu le tester toute l'année dernière à cause de sa blessure. Maintenant, est-ce que c'est mieux pour les Vikings de reconduire Sam Darnold? Oui. Est-ce que c'est mieux pour Sam Darnold d'être reconduit par de signer, de rester chez les Vikings? Je pense pas. Je pense qu'il a une quicheta à prendre bien ailleurs. Si on peut parler en termes de sous, quoi, parce que je pense que c'est ce qui intéresse le joueur. Et surtout, je pense qu'il a envie de prendre son contrat parce qu'il sort d'une saison très honnête. Hein, il a été très, très nombreuses fois dans nos MVP. C'est un miracle cette saison. Il a été dans nos MVP de la semaine, je crois. Et même des fois, il a apparu dans le top 5 MVP. Donc, non, quand même, il est important à envisager pour une franchise. Et c'est pour ça que les Raiders feront bien de se positionner dessus. Parce qu'honnêtement, s'il y a bien... il est peut-être dans le top 10 des free agents de cette année. Donc, autant y aller. Et voilà, il y a une certaine cote. Flo, j'aimerais t'entendre sur un autre joueur expérimenté, comme ça on close ce récap. C'est Matthew Stafford, qui a donc à 37 ans été prolongé chez les Rams. C'est officiel. Il était poussé ces derniers temps vers la sortie à cause de son salaire, parce qu'il réclamait plus de 50 millions par saison. Et clairement, les Rams ne pouvaient plus lui offrir ça, alors qu'il a quand même 37 ans. Finalement, il y aurait eu un accord entre les deux, les négociations sont en cours, mais on est sur un Matthew Stafford qui reste à Los Angeles et chez les Rams. C'est une bonne nouvelle. Ouais, après, moi c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que 53 millions, tu dis c'était compliqué à se l'offrir. Ouais. Moi j'ai un peu l'impression que c'est le... on va pas teaser la fin de l'épisode, mais est-ce que c'est pas un peu la reconduction nostalgique, tu vois? Il t'a fait gagner un Super Bowl il y a 3 ans. Bon, c'est Matthew Stafford, c'est quand même un très bon quarterback. Je pense que je trouve que son lancer, il est propre, tu vois. C'est un des quarterbacks un peu à la Tom Brady qui a un lancer très épuré à la Aaron Rodgers. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, tu vois, tu te retrouves à être obligé de trader un Cooper Kupp que tu vas pas pouvoir garder non plus parce que tu as envie d'en récupérer une valeur. Bon, tu as Puka Nacua qui en a encore pour 2 saisons, si je dis pas, sous son contrat rookie. Mais voilà, tu vas avoir des échéances qui vont arriver. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon choix du côté des Rams. Après, tant mieux pour Stratford. Moi, je l'aime bien. Ça va faire plaisir de continuer à le voir. Mais je l'aurais peut-être plus vu partir pour les Rams, pour peut-être libérer un peu d'espace et aller soit drafter un nouveau quarterback, soit chercher reconstruire un petit peu. Parce que cette équipe, tu as l'impression que tous les ans, ils disent cette année, ça y est, c'est la reconstruction. En fait, tous les ans, ils reconduisent les anciens. Et tu sais pas trop comment ils arrivent et ils vont aller loin. Et puis à la fin de la saison, ils vont rebricoler. Puis c'est soit ils vont avoir 1 ou 2 talents qui vont émerger. Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette franchise, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas trop dans la direction où ils vont. En tout cas, ils s'assurent un quarterback de talent. À voir maintenant après s'ils pourront avoir d'autres pièces autour de lui. Un autre joueur expérimenté, et là on passe à notre débat, un des gros débats, on va dire, de cette émission, c'est Travis Kelce, qui à 35 ans vient de prolonger sa carrière, en tout cas d'affirmer qu'il continuait une saison de plus avec les Chiefs et en NFL. Donc voilà, pour au moins une saison, il l'a d'abord confirmé par l'intermédiaire de Pat McAfee sur son podcast, puis ensuite sur son compte X. Regardez ça. You know what? I'm not fucking leaving! The show goes on! Et donc, à 35 ans, il va prolonger sa carrière. On a eu beaucoup de doutes sur est-ce qu'il fallait prendre sa retraite ou non. Eh ben, on va se poser aujourd'hui une question. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour les Chiefs? Parce qu'on avait posé la question la dernière fois pour lui, Travis Kelce. Mais est-ce que pour les Chiefs, c'est vraiment une affaire intéressante? Est-ce qu'il fallait vraiment le faire continuer? Val, je crois que tu n'es pas... tu es d'accord avec ça. Je crois que tu es plutôt d'accord sur le fait qu'il faut le faire continuer. Pour moi, c'est quand même une super bonne opération. C'est une bonne nouvelle quand même. Tous les fans des Chiefs, je pense... là, je suis en face de fans des Chiefs. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus contents que déçus qu'il reste. C'est quand même une valeur sûre. Pas certes, forcément, là, mais on en parlera après.
Et de toute façon, il faut ton avis, hein, il faut ton avis là-dessus. Mais on est quand même là sur 3 saisons d'affilée où tu vas jusqu'au Super Bowl. Et c'est quand même une grosse chose, même si là, avec le poids de l'âge, voilà, on sait, il a 35 ans, il coûte cher. Est-ce qu'il est toujours au top de sa forme physique? Certes, ça va dégraisser petit à petit. Et donc, c'est quelqu'un qui peut être encore expérimenté pour te sortir des grosses perfs en playoff, te faire gagner des matchs, notamment comme celui contre les Texans en divisional. Donc, c'est important qu'il y ait cette continuité dans l'équipe pour aussi ne pas dire bon, on a perdu un Super Bowl. On fait dégager les pièces maîtresses. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les Chiefs doivent garder une certaine continuité et garder des pièces aussi importantes que Travis Kelce dans l'effectif. Flo, vas-y, je te laisse embrayer là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Val au début. C'est-à-dire que c'est un élément, il fait partie de la dynastie. Il était là avant Mahomes, il a fait partie des meubles. C'est, on va dire, le second visage de cette franchise. En plus, il a ramené tellement avec Taylor Swift, en trêve de plaisanterie. Ça va faire sa 13e année, là. Ouais, voilà, c'est un vieux de la vieille. On se revisualise encore qu'il avait failli rater sa carrière parce qu'il avait été contrôlé positif à la drogue peu avant de se présenter à la draft quand il était à Cincinnati. Mais bon, moi, je resterai quand même. Je suis pas déçu, mais je suis content qu'il soit de retour, évidemment. C'est un super joueur et il nous manquera beaucoup quand il prendra sa retraite. Mais je pense que pour les Chiefs, c'était peut-être le moment de dire on se serre la main et on se remercie pour ces 5 derniers Super Bowls ensemble. Et voilà, on tourne la page. Parce que, comme on en parlait, nous, ça va quand même coûter 19,8 millions de dollars à l'équipe. Donc, on n'a pas les Chiefs. Il a un bonus dans son contrat de 11,5 millions pour cette année. En plus. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent qui vont devoir être sortis. Les Chiefs viennent de signer, enfin en tout cas de franchise taguer. Comment il s'appelle? Merde, c'est pas Trey Smith? Trey Smith. Ouais. Trey Smith. Ils viennent de franchise taguer Trey Smith qui va leur coûter donc 23 millions par année. Enfin voilà, pour reconstruire une ligne offensive, pour réparer ce qui a été raté, on va dire, depuis ces 2 dernières saisons, parce que la ligne offensive, elle était déjà pas très bonne l'an dernier. Je pense que c'était pas forcément le bon choix que de garder Kelce. Je pense que Rashee Rice va être de retour pour les Chiefs. Ça va faire une arme offensive en plus. Et il y a de quoi aller faire dans cette draft, aller chercher une ou deux pièces maîtresses tardivement. Donc voilà, je suis un peu partagé, mais je pense honnêtement que c'était pas forcément la bonne solution. C'est un choix que je suis nostalgique. Mais après, en tout cas, si on enlève la casquette de GM que je viens de prendre pendant 5 minutes, je suis très content de voir Travis Kelce revenir aux Chiefs. Mais alors, je vais te laisser parler à Coco juste après, mais ça veut dire que là, tu prendrais le risque de plus avoir de tight end pour la saison et du coup faire des mouvements, obliger l'équipe à faire des mouvements pour aller chercher un tight end de qualité, ou alors à bouger à la draft pour prendre le temps de développer un tight end de qualité. Donc je pense que les Chiefs n'ont pas ce temps-là. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu un pari, parce que, mais j'irais bien reconduire un vétéran poste de receveur, un Juju Smith ou un DeAndre Hopkins, qui coûteront moins cher qu'un Kelce et qui seront quand même là, parce que Kelce t'apporte beaucoup sur les tracés courts, tracés centraux, et un Juju Smith ou un DeAndre Hopkins sont plus des receveurs de profondeur, sont plus des tracés courts aussi. Donc peut-être que je les utiliserai beaucoup plus sur cette partie. Rashee Rice aussi est un receveur qui touche beaucoup de ballons. Et ça a été le cas lors de la saison où il explose en 2023. Mais j'irai aussi continuer à développer, qui est un joueur moi, que je trouve très sous-coté, Noah Gray, le tight end des Chiefs, qui a été, je trouve, meilleur sur l'ensemble de la saison qu'un Travis Kelce. Totalement. Mais en effet, c'est un pari, comme tu dis, Val, et je te rejoins totalement, parce que on sait que par contre, en play-off, Travis Kelce, il sort la casquette, et là, il est présent, et il sort des matchs à plus de 100 yards. Ouais, mais malheureusement, cette année, ça n'a pas été le cas. C'est un pari. Ça n'a pas été le cas. À part les Texans, il n'a pas fait une grande... De toute façon, il n'a pas fait une grande saison, en général. Et au play-off, on attendait un grand Travis Kelce. Lui-même l'a dit, il n'a pas été au niveau, il n'a pas été à la hauteur. Au Super Bowl, on ne va pas en parler, ça a été une catastrophe.
Je crois qu'il a touché un ballon pour le Super Bowl. Donc ça a été très compliqué. Et donc du coup, moi je vais nuancer un petit peu encore plus ses propos. Je vais rejoindre plus Flo que Val. Parce que pour moi, c'est vraiment, comme tu disais Flo, c'est l'heure en fait. C'est l'heure de dire au revoir. Il a 35 piges et on les ressent, ces 35 piges. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, ok, t'as 35 ans, mais t'as encore la capacité d'avoir cette explosivité, d'avoir les cannes pour vraiment apporter quelque chose à ton équipe. Je dirais pas non. Là, aujourd'hui, on l'a bien vu, il manque cette explosivité qu'il avait avant. On l'a vu face aux Texans, ça a bien marché, mais c'était le seul match vraiment dans cette saison où on a retrouvé l'explosivité de Travis Kelce. Sur tout le reste de la saison, ça a été poussif, très très poussif. On se demandait quand est-ce qu'il allait se réveiller, il s'est réveillé pour un match et finalement ça a pas marché parce qu'en finale il manquait ça aussi au Super Bowl. Et on en a parlé aussi, mais il coûte beaucoup trop cher. Ça fait aussi partie de mes arguments, mais on en a parlé. Enfin voilà, quand tu vas coûter plus de 20 millions au total cette saison, c'est beaucoup. Alors après, il apporte aussi quelque chose, et ça c'est peut-être l'un des seuls points positifs, c'est qu'il apporte toujours ce côté sponsoring, ce côté marketing, avec notamment Taylor Swift. Ça c'est quand même un mal pour un bien parce que tu as de la visibilité, mais sinon. Il y a aussi l'expérience, forcément. Il va aider les jeunes, il va aider aussi Noah Gray en tant que tight end remplaçant. Mais je pense que vraiment, c'est la saison où on pouvait justement mettre Noah Gray en titulaire et virer Travis Kelce. Parce que, franchement, je ne vois pas ce qu'il peut apporter encore dans cette équipe. Pour la saison prochaine. De plus qu'un Noah Gray. De plus qu'un Noah Gray, ouais. Pour moi, c'est au niveau du coaching alors que ça doit bouger. Parce que là, cette saison, t'avais aucun receveur fiable. Enfin, je suis désolé, mais Worthy ou Hopkins, c'est pas ça qui. Worthy, ça a été sur la fin, quoi, oui. Ça a été sur la fin et quelques petites éclaircies, mais c'est pas fiable tout du long. T'as un coureur, t'as deux coureurs entre Hunt et Pacheco, c'est cata. Et donc forcément, t'es obligé de te référer au tandem historique qui a toujours été Kelce et tout. Mais Kelce, il peut juste pas avoir ce rôle d'arme offensive numéro 1. Parce qu'on sait que c'est important, sauf que maintenant, déjà, les équipes, elles connaissent ce schéma de jeu. Elles vont essayer de contrer ça. Et le mec a 35 ans. Donc je pense que ça serait un bon choix, mais il faut l'entourer autour. Il faut pas que ce soit le... Je suis désolé, mais c'est pas que de la faute de Karim. Du coup, je suis d'accord avec toi, mais le problème, voilà, c'est que là, moi, dans le calcul, tu pourras pas l'entourer, tu pourras pas aller chercher. Ça va être il va falloir que tu sois très bon à la draft, sachant que, pour moi, les Chiefs, ils doivent... Enfin, les armes offensives... Moi, je suis un peu plus mesuré. Je pense que Worthy, il a quand même fait une des meilleures perfs pour un rookie au Super Bowl. Non, mais je dis. Oui. Pour moi, Worthy, c'est quelqu'un que tu peux compter pour l'année prochaine. Je pense que ça peut faire comme un alors Rashee Rice, pareil, c'est compliqué parce que il s'est quand même vachement pété. Et c'est le genre de blessure où t'es pas sûr de revenir. Ouais. Mais je pense qu'un Worthy, en le développant bien, il peut vraiment devenir très très bon. Je pense qu'il a les qualités physiques et en tout cas, il a la vitesse pour. Mais pour finir, je pense vraiment que ton argent, si t'es le general manager des Chiefs, si t'es Brad Veach, pour moi, tu dois le concentrer sur ta ligne offensive. Ouais. Et si ta ligne offensive, elle a plus de temps, parce que tu le voyais bien, même au Super Bowl, ce qui a manqué, c'est du temps à Mahomes pour pouvoir lancer aussi. Si tu après, il en a pris du temps. Bon, il en a pris, mais tu sentais quand même qu'à chaque fois, tu disais, bon, le tackle gauche, une fois sur deux, il va se faire transpercer et tu prends un sac, quoi. Alors que si tu construis une belle ligne offensive comme tu veux le faire en franchise taguant Trey Smith, peut-être que tu as un peu plus de temps pour que tes receveurs qui sont moins bons sur le papier, ils arrivent avec 1 ou 2 secondes de plus à enfin trouver la solution parce que le cornerback il a lâché son marquage. Donc ouais, franchement c'est un sujet intéressant. Après peut-être qu'on aura tort, peut-être qu'on aura raison, mais ouais, j'ai peur que ce soit le choix nostalgique. Moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'ils envisagent aussi une prolongation de contrat. Donc, ça veut dire plus qu'une saison. Et ça me fait encore plus peur parce que je me dis qu'à 37 piges, déjà qu'il commence à avoir une caravane derrière lui, je pense qu'à 37 piges, ça va être très très difficile et qu'il ferait mieux pour l'instant de se concentrer avec son frère sur le podcast. On va parler maintenant de Deebo Samuel et ce sera notre dernier débat de cette émission. Deebo Samuel qui a été envoyé du coup chez les Commanders. C'est pour l'instant le plus gros trade de cette saison. Deebo Samuel qui était du coup chez les Niners et qui a du coup été envoyé chez les Commanders contre le 5e tour de draft. Pourquoi un si petit échange tout simplement parce que son contrat coûte tellement cher qu'un 5e tour de draft, c'est suffisant. Parce que forcément les Commanders vont payer sa dernière année de contrat qui est estimée autour de 17,5 millions de dollars.
Donc l'officialisation, je vais y arriver, interviendra le 12 mars, à partir du 12 mars prochain. Pour l'instant, on ne peut pas encore officialiser la chose, mais clairement, il y a un accord. Deebo Samuel l'a dit sur ses réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, Washington peut, grâce à ce trade, rêver encore plus grand la saison prochaine? On rappelle qu'ils étaient déjà en finale de conf. Est-ce que, si on dit aujourd'hui un objectif Super Bowl pour les Washington Commanders, c'est du délire, Val ou pas? Ouais. non, Merci, Val. Merci. Non, mais c'est peut-être un peu trop, mais bien sûr que ça va être un contender sérieux. Parce que, mine de rien, tu vas reprendre une saison de régulière dans les jambes. Tu vas pouvoir choper des assets à la draft. À mon avis, Washington va encore bouger même à trade deadline ou à la free agency. Donc, il y a encore des mouvements à faire. On rappelle que là tu auras quand même un trio Daniels, McLaurin, Deebo Samuel qui risque de faire très très mal quand même. Sakius, le troisième wide receiver. Zach Brown aussi. Ouais. Exactement. Donc, tu as quand même des super options. Peut-être renforcer le poste de tight end un jour du côté de Washington. Zach Ertz, fin de contrat. Ouais, à ce niveau-là, il va falloir bouger encore. Mais je pense que cette équipe là va être très très intéressante à regarder. Alors, Deebo Samuel, voilà, ça fait quand même 2 ans où on est loin de son réel niveau, où il n'a pas dépassé les milliards. Pour un wide receiver de ce standing, c'est quand même important à noter. Maintenant, c'est sûr que ce ne sera pas la première option de Washington. Ce sera toujours Terry McLaurin. Et par contre, en deuxième option, c'est toujours très important d'avoir un Deebo Samuel qui, avec l'expérience et tout ce qu'on lui connaît, ses qualités, renforce énormément. Et surtout, tu lâches rien en contrepartie. Et l'avantage aussi, Flo, c'est qu'Adam Peters, le GM des Commanders, connaît très bien Deebo Samuel parce qu'il était dans le staff des Niners quand il a été draft en 2019. Donc, ils se connaissent les deux et donc on se dit que potentiellement, il peut retrouver un très haut niveau, Deebo Samuel. Ouais, puis alors, c'est un peu à lui aussi de se reprouver le niveau parce que c'est vrai qu'on a vu quelques photos de lui récemment, il a pris un peu de poids. Plus 10 kilos, ouais. Il s'est fait un peu tailler sur les réseaux d'ailleurs par rapport à ça, donc qui garde en mémoire ce qui a été dit et qui prouve un peu au monde qu'il en a encore dans les jambes. Moi, j'ai quelques doutes aussi sur sa possibilité de rebondir dans le sens où il y avait un système qui était un peu construit autour de lui aussi chez les Niners avec beaucoup de jeux renversés. Kyle Shanahan, on sait qu'il aime bien un petit peu brouiller les pistes. Et c'est vrai que Deebo Samuel, ça a été un peu une révolution aussi à son poste, dans le sens où il était capable de... Il avait un peu ce côté running back, court sur le côté. Il avait un petit peu ce côté profond, ou jeu renversé, ou appel croisé court. Enfin voilà, ça a été un receveur qui était assez complet. Et je pense que dans cette équipe, il va y avoir un peu embouteillage avec un running back, un quarterback qui peut courir beaucoup. Un running back aussi, beaucoup de jeux à la course qui peuvent être mis en place avec Brian Robinson Jr. ou Austin Ekeler qui est un très bon second running back. Donc voilà, à voir maintenant s'il revient déjà en forme et s'il peut bien rebondir. Bon, on espère bien sûr que Deebo Samuel va retrouver son niveau et son poids de forme, c'est-à-dire 10 kilos en moins. Nous, on va passer juste aux dernières rumeurs rapidement, faire le tour des dernières grosses rumeurs qu'il y a dans ce mois de mars, de ce début mars. On a Cooper Kupp qui serait dans le viseur des Cowboys pour potentiellement un échange avec les Rams. Voilà, les Cowboys qui sont un petit peu sur tous les fronts là, ces derniers temps. Forcément, vu la saison catastrophique, il n'y a pas trop le choix. Vous me dites dès que vous avez envie d'intervenir. Miles Garrett. À côté de ouais. CeeDee Lamb, ça peut être très sympa. Bon, ouais, ça peut être pas mal. Dommage qu'ils aient pas Cooper Rush pour Cooper Kupp, ça pourrait être sympa. Petite liaison. Carrément. Miles Garrett, du côté des Browns, pourrait potentiellement aller à Philadelphie. Donc là, ce serait énorme, un gros trade. Les Eagles, pour l'instant, sont intéressés. Donc là, ils sont en train de réfléchir à un potentiel échange. Petit mot là-dessus, Flo? Ouais, les Browns, ils ont par contre annoncé qu'ils n'étaient pas chauds. Ils voulaient le garder. Alors lui, il a dit qu'il voulait partir. Ouais, il a mis le poste déjà en disant... Laissez-le partir, il veut pas rester avec vous. Il veut progresser, quoi. Donc c'est pour ça. Ouais, il veut gagner, quoi. Ouais. Si tu veux gagner, tu restes pas à Cleveland, quoi. On a aussi, du coup, les Niners qui
qui pourraient perdre également Brandon Ayuk, leur receveur. Là, ce serait un gros coup dur en ayant perdu déjà Deebo Samuel. Plusieurs équipes seraient intéressées pour l'approcher, selon The Athletic. Voilà un petit mot là-dessus, parce que là, ça pourrait être catastrophique pour la prochaine saison des Niners. Enfin, C'est sûr que ça bouge beaucoup. Qui va rester de cette attaque à part CMC et Brock Purdy. Brandon Ayuk, honnêtement, je le voyais pas partir. Mais donc, il y a, à mon avis, déjà, il faut que ça bouge à San Francisco. Ça, ils l'ont bien compris. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire de tout ça. Mais intéressant. On a vu cette saison que ça marchait plus. Il faut changer. Ils agissent. C'est mieux que de ne rien faire. À voir ce qu'ils vont récupérer en retour. Ouais, Flo, là, c'est compliqué pour les Niners. Il y a 2 ans, ils étaient au Super Bowl. Et là, après une saison blanche, ils sont en train de perdre tous leurs meilleurs joueurs. Comme on dit, c'est peut-être une équipe un peu qui a fait penser aux Buffalo Bills des années 90, un peu maudite au Super Bowl. Ils perdent souvent leurs joueurs après. Ils ont réussi à reconstruire assez régulièrement, mais là, ils ont quand même perdu toute leur attaque. Ils ont l'autre receveur Jennings qui a fait une saison correcte, mais qui n'est pas un top receveur non plus. Pareil, il était dans des discussions aussi, donc attention à Jennings. Donc ça fait plus beaucoup. Ils vont perdre une grosse partie de leur ligne défensive. La ligne offensive, c'est pareil. CMC, comme dit Val, il revient de blessure, on verra ce que ça donne. Il y a eu ça a été compliqué, CMC, cette saison. 2 blessures pour CMC. 2 blessures, dont une qui devait être rapide, qui a quand même pris 8 matchs. Ouais. Donc c'est le genre de saison et de joueur où tu te dis, c'est bizarre ce qui se passe. Est-ce que l'hygiène de vie du joueur, elle est bonne? Est-ce que... il y a un peu des non-dits, un petit peu aussi comme notre ami Deebo Samuel, les dernières saisons. Est-ce que les blessures n'étaient pas dues aussi t'avais l'impression qu'il avait signé son contrat il y a 2 ans, et puis c'est un manque d'hygiène. Après, maintenant, il y a un manque d'hygiène, un manque de professionnalisme. C'est donc, ça. je m'inquiète un peu pour San Francisco qui malgré les gros efforts qui ont été faits depuis 4-5 ans, n'a toujours pas remporté le Super Bowl. Exactement. Puis je voulais finir là-dessus, c'est un petit peu plus light, plus léger. Rob Gronkowski, on avait beaucoup entendu sur les réseaux sociaux qu'il pouvait revenir. Ça aurait été exceptionnel de revoir Rob Gronkowski en NFL. Finalement, il a débunké tout ça. Il a dit sur ses réseaux sociaux que c'était une fake news et qu'il ne reviendra donc pas en NFL. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus parce que c'est une légende du football américain et qu'on a eu un petit espoir en se disant pourquoi pas encore un deuxième retour après quand il est revenu avec les Tampa Bay Buccaneers. On se disait que pourquoi pas il pouvait revenir encore une fois. Finalement, non. Il n'en sera pas pour cette année. Voilà, messieurs. Nous, on se donne rendez-vous en avril, un petit peu avant la draft, mi-avril, on va se dire, pour un nouvel épisode d'Endzone. Ce sera le 22e, qui parlera évidemment de la draft et de tout ce mois de mars qui va se dérouler là, dans les prochains jours. On parlera de tout ça. Et merci à vous d'avoir pu débattre aujourd'hui. C'était une belle émission. Merci à toi, Flo. Merci à toi, Val. Et puis on se dit au mois prochain, pardon.